Relecture, une émission d'Hubert Juin. Aujourd'hui, Picabia, avec la participation de Gabriel Buffet-Picabia, Marc Lebotte, Olivier Revaud-Dallon, Jean-Jacques Brochier, Bernard Delvaille. Texte lu par Michel Lansdal et Philippe Moreau. Réalisation Anne Lemaître. Je suis un beau monstre qui partage ses secrets avec le vent. Ce que j'aime le plus chez les autres, c'est moi. Je suis un beau monstre. J'ai comme suspensoire le péché de la vertu. Mon pollen tache les roses, de New York à Paris. Je suis un beau monstre dont le visage cache la figure. Mes sens n'ont qu'une pensée, un cadre sans tableau. Je suis un beau monstre dont le lit est un vélodrome. Les cartes transparentes peuplent mes rêves. Je suis un beau monstre qui couche avec lui-même. Il n'y en a que 7 au monde, et je veux être le plus grand. Ce poème qui parle de Picabia est de Picabia. À notre tour, nous allons évoquer Francis Picabia. Généralement, lorsqu'on entend ce nom, lorsqu'on cite Francis Picabia, on pense bien entendu au peintre. Il se fait cependant que Picabia est aussi un écrivain, et c'est à cet écrivain que nous allons consacrer aujourd'hui cette émission de relecture. D'une façon générale, les textes de Francis Picabia étaient d'un accès assez difficile. Dans les bibliographies établies à l'occasion des grandes expositions Picabia, on remarque d'ailleurs qu'il existe des écrits de Picabia perdus, c'est-à-dire qu'il n'a pas publié. À l'heure actuelle, aux éditions Belfond, paraissent des textes de Picabia, dont un roman demeuré inédit, Caravansérail, qui avait été écrit entre 1923 et 1924, qui a été publié par Luc-Henri Mercier. Mais ce qui est plus important encore, ce sont 2 tomes d'écrits, écrit 1 et écrit 2, publiés toujours aux éditions Belfond par Olivier Revaud-Dallon. Ces 2 tomes d'écrits rassemblent les poèmes, les manifestes, les proses de Francis Picabia. On sait par ailleurs, ou chacun sait, que Francis Picabia dirigeait une revue qui s'appelait 391, et nous devons à Michel Sanouillet une édition annotée et commentée en 2 volumes de 391 chez Éric Losfeld au Terrain Vague. D'autre part, pour qui s'intéresse à la peinture, il y a chez Flammarion, je cite le livre le plus récent bien sûr, un Picabia de Yves-Alain Bois. Dans son livre « La création artistique et les promesses de la liberté », paru aux éditions Klinksilk, Olivier Revaud-Dallon, l'actuel éditeur de Picabia, insistait beaucoup sur une sorte de rupture que Picabia, à la fois peintre et à la fois écrivain, amenait dans le déroulement de notre modernité, si l'on peut le dire. Alors je voudrais, pour commencer, Olivier Revaud-Dallon, que vous nous disiez en quelques mots l'importance justement de Picabia. On a évidemment l'impression, lorsqu'on se penche sur lui, sur ses textes et sur ses œuvres, son œuvre graphique, d'un homme rapide, d'un homme mouvant, d'un homme qui refuse toute forme dès lors que cette forme devient justement une forme. Un homme de recherche et d'impatience. Non seulement il refuse toute forme, mais il refuse même toute durée, toute permanence de ses propres œuvres. À peine avait-il entrepris un tableau, par exemple, qu'il était déjà à autre chose, à après. Et pour ses écrits, je crois qu'il en est de même. Il le dit d'ailleurs à maintes reprises, et tout au long de sa, si je peux dire, de sa carrière d'écrivain, qui a duré pratiquement de 1908 ou 9 presque jusqu'à sa mort, 1953, peut-être 52 pour ses tout derniers écrits. Et c'est... Alors là, je dois dire que j'ai eu des scrupules lorsque Pierre Belfond m'a demandé de rassembler tous les écrits de Picabia, parce que je me suis dit, c'est la chose qui aurait le plus déplu à Picabia. Étant donné qu'il avait horreur, et ça, par exemple, Gabriel Buffet me l'a dit à plusieurs reprises, ou Olga Picabia, il avait horreur de tout ce qui était bibliographie, conservation du passé. Dès qu'on prenait une photo d'un tableau ou qu'on conservait un exemplaire d'un article de lui ou d'un article sur lui, il se mettait en colère en disant « mais ça c'est le passé, ça n'a aucun intérêt, avançons ». Bon.
Alors, fallait-il obéir littéralement à cette volonté qu'il a manifestée toute sa vie et ne pas le publier, mais alors le rendre totalement inconnu, l'ensevelir dans l'oubli? Nous avons pensé que non, et qu'il valait mieux transgresser et éditer. Et alors, éditer quoi? Mais éditer des choses qui s'en vont dans tous les sens. Si on voulait faire entrer les écrits de Picabia dans les catégories généralement reconnues, il y aurait du roman, il y aurait de la poésie, bien sûr. Et il y aurait tout l'aspect manifeste et tout l'aspect homme en colère. Il y aurait le manifeste, l'essai, l'homme en colère, l'écrit théorique, le pamphlet, la riposte à un journaliste. Et oui, puis parce aussi... que ce que j'ai remarqué dans les deux volumes des écrits, surtout dans le premier d'ailleurs, c'est l'importance d'un genre un peu curieux chez un écrivain, que Picabia pousse très très loin, et qui est l'art de l'interview, plus exactement l'art d'être interviewé. Oui, alors je ne sais pas si c'est une question de mode ou si c'est plus proprement de Picabia, ça. Je crois que c'est plutôt de Francis Picabia. Oui, il parce devait, que il dans devait le écrire. temps, on ne voit pas. Moi, j'imagine qu'il écrivait une grande partie des interviews et ensuite C'était Gide qui avait lancé cette mode des interviews imaginaires. Oui. Enfin, et ici, si vous voulez, Ouais, Picabia, effectivement, Jean-Jacques Brochier, vous avez raison, mais ici, je crois que Picabia ne faisait pas des interviews imaginaires, mais se servait de l'interview pour, justement, des raisons de position vigoureuse qu'il prenait dans l'instant, et pour des raisons pamphlétaires. Et dans les interviews, il dit des choses absolument énormes contre certains de ses contemporains, parce que quand il est fâché avec quelqu'un, ça se sait. Tombeau et bordel. La morale est l'épine dorsale des imbéciles. Les journaux sont les sangsues quotidiennes que vous placez en couronne sur vos têtes. L'explication ou l'admiration des critiques fait ma joie. Ils savent le bien et le mal, le fumiste ou le génie, l'homme sérieux ou le loustique. C'est ainsi que je fus appelé par un artiste inconnu qui fait de la critique. Journalistes, vous êtes tous de néfastes hiboux. Vos immondices s'accumulent en écumes ambitieuses sur la poitrine des grandes villes, marécage des hommes tombeaux et des expositions bordels. La virginité n'a pas de goût, c'est pour cela que vous en avez tous. Vous avez raison de montrer à quel point Picabia est quand même quelqu'un qu'on ne peut pas cerner. Alors, est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas le cerner un peu plus, l'approcher un peu plus, en suivant dans ses écrits ses querelles, parce que c'est un homme dont les querelles sont enseignantes. Je fais allusion là, disons, à deux grandes ruptures. La plus importante étant la rupture avec Dada, et la seconde, moins importante peut-être, mais quand même nécessaire, qui est la rupture avec le surréalisme. Moins importante parce qu'il était moins entré dans l'univers surréaliste qu'il n'était entré dans l'univers Dada, bien sûr. Mais personnellement, ces ruptures appartiennent à l'histoire, et on en a parlé, il faut y revenir. Je crois que c'est, comme vous le disiez, l'essentiel de Picabia en général. C'est la rupture, c'est l'homme de la rupture, des ruptures. Et on pourrait dire qu'il érige la rupture en système. L'important dans la vie tout court, dans la vie littéraire, dans la vie picturale, etc., c'est de rompre et de recommencer quelque chose à zéro. Bien entendu, ce zéro est toujours assez illusoire. Alors,
finalement, en 1908, c'est là que tout a commencé, c'est presque symbolique. Qu'est-ce qu'était Picabia? Bon, c'était un jeune peintre de la trentaine, il avait 29 ans, je crois, et il vendait des toiles néo-impressionnistes qui étaient très, très estimées. On s'arrachait ses toiles, on s'arrachait ses bons mots, enfin, c'était un homme qui faisait partie des salons. Il avait d'intéressants contrats avec de bons marchands de peinture. Il avait une grosse fortune personnelle. Il avait aussi. par ailleurs une fortune personnelle qui le mettait complètement à l'abri du besoin, et ceci compte également dans ses ruptures. Parce qu'il peut se les permettre. Mais oui, voilà, ça lui a donné une facilité que, bien sûr, d'autres n'ont pas eue. Et tout d'un coup, il dénonce unilatéralement et gratuitement, pour ainsi dire, ses contrats, et il se met à peindre tout autrement. Alors, il a compris tout d'un coup qu'il était entré dans une chapelle. Et après tout, bien qu'il ait collaboré avec Tzara, par exemple, dès 1917 par correspondance, puisqu'il était à Barcelone alors que Tzara était en Suisse, et puis en 1919 où il a fait la connaissance de Tzara, donc Picabia est indissolublement lié au mouvement Dada. Bon, bien entendu, c'est pas par hasard s'il a joué un rôle si important dans un mouvement qui lui-même est tout entier contre la culture, contre la tradition, contre les habitudes, et qui veut casser définitivement et dire presque ce que dira Picabia bientôt. Tous les gens qui sont pour Picabia sont contre lui. Tous les gens qui sont Dada sont anti-Dada, puisque être Dada, c'est n'être rien. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas, ce que nous faisons? Eh bien, chers amis, nous le comprenons encore moins. Quel bonheur, hein? Vous avez raison. J'aimerais coucher encore une fois avec le pape. Vous ne comprenez pas? Moi non plus, comme c'est triste. Vivent les concubines et les concubistes. Tous les membres du mouvement Dada sont présidents. La mort, occasion unique des splendeurs invisibles. Comme un poète impair, je suis l'auteur de la mauvaise tenue. Francis Picabia déclare qu'un homme intelligent ne doit avoir qu'une spécialité, c'est d'être intelligent. L'arc-en-ciel pousse les gens à toutes les comédies. Tu me sembles bien fier, Picabia. Ta peau devient suspecte où flotte un lion. Je n'ai jamais pu que mettre de l'eau dans mon eau. Tous les gens qui ont du goût sont pourris. La terre, petit escalier, mène à la cuisine. L'argenterie fatigue les domestiques. Ce qui est frappant, si vous voulez, Olivier Revaud-Dallon, et je demanderai à Jean-Jacques Brochier qui a écrit L'aventure des surréalistes aux éditions Stock, son avis sur ce point, ce qui me frappe à la lecture des écrits et à la lecture de l'aventure des surréalistes, c'est de voir à quel point, par exemple, Picabia, dès lors qu'il rompt avec Dada, mais alors, dès que les surréalistes sont intéressés par quelque chose, lui, il est tout de suite contre. Par exemple, quand les surréalistes sont fascinés par la révolution soviétique et par Lénine, il y a immédiatement des textes de Picabia qui disent Lénine, alors non. C'est ça, oui. Oui, il y a quelque chose qui me frappe dans Picabia et qui était très frappant quand on a vu la grande exposition qui lui a été consacrée il y a 2 ans, je crois, au Grand Palais. C'est vrai, cette rupture permanente, c'est vrai, cette vitesse, notamment Picabia, je pense que le rapprochement lui aurait fait plaisir, est le premier écrivain motorisé, comme Bono était le premier gangster motorisé. Il a eu des voitures sublimes et il en a changé tout le temps. Je crois qu'il en a eu quelque chose comme 150 ou 160. Mais aussi le côté, cette espèce de soupçon qu'on a, que Picabia prend toujours les trains un tout petit peu en marche, ou juste au moment où ils vont démarrer, avec un flair fabuleux, mais sans finalement être aussi inventif, par exemple pour le Dada que Tzara, pour le surréalisme que Breton, pour l'impressionnisme que Pissarro, pour le futurisme qu'Apollinaire, pour le cubisme que Picasso. Il y a toujours un côté second dans Picabia, qui m'a beaucoup frappé quand on regarde ses tableaux, et qui est aussi peut-être moins sensible, mais assez frappant quand on lit ses écrits, surtout si on les compare avec les écrits de Dali. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Dali est fabuleusement inventif,
Et on a l'impression que Picabia est fabuleusement piphométrique, qu'il a un nez de chien de chasse. Il y a un petit côté sec aussi, je crois, chez Picabia. Jean-Jacques Branchier a absolument raison. Mais est-ce que vous ne croyez pas, parce que ce qui est quand même très intéressant, c'est cette attitude dans la vie de Picabia, et ça va quand même lui créer, à la fin de son existence, beaucoup d'ennuis. C'est son attitude pendant la guerre, où il ne veut être strictement d'aucun camp, où il le manifeste si clairement qu'il a contre lui à la fois la Gestapo et la résistance, et que, mon Dieu, après la... Position qu'on peut rapprocher de celle de Perret avec des honneurs des poètes, d'ailleurs. Oui, quelque chose comme ça, sauf que Picabia est en France. Qui était déjà d'ailleurs l'attitude qu'avait eue Francis Picabia pendant la Première Guerre mondiale, où il s'était bien arrangé. Pour partir à Cuba, acheter je ne sais pas trop quoi pour l'armée française. De la mélasse. Sucre. De la mélasse. Oui, la mélasse. Et il n'est jamais revenu, parce que sinon les régions la guerre était betteravières finie. françaises étaient occupées, alors il avait été chargé. Bon, il n'est jamais revenu, il est allé à New York, à Barcelone, etc. Il faut dire que cette guerre l'avait un peu surpris, parce qu'il avait la possibilité d'opter pour une nationalité cubaine ou française. Il avait négligé d'opter et il s'est retrouvé français, et non seulement français, mais militaire. Et il a obtenu, bien sûr, d'être chargé de mission et de partir. Ce côté second de Picabia, encore un détail qui me revient à l'esprit, c'est la fameuse histoire du tableau qui s'appelait Le Double Monde, qui avait fait un scandale énorme, parce que c'était un tableau entièrement composé de chiffres et de lettres. Et en bas, il y avait les 5 lettres célèbres, L-H-O-O-Q, c'est simple quand on les prononce, qu'on retrouve aussi en bas de la Joconde à moustache de Duchamp. On se demande si là aussi, il n'y a pas la même faculté d'imiter juste au moment où ça se crée. Et moi, c'est ça qui me fascine dans Picabia, c'est que c'est toujours le premier des seconds. En tout cas, vous avez raison, Jean-Jacques Brochier, c'est d'attirer notre attention sur Duchamp, parce qu'il est vrai que Duchamp me semble avoir joué dans la vie de Picabia et dans l'œuvre de Picabia un rôle d'incitateur, et cela très tôt, parce qu'enfin l'amitié avec Duchamp commence soit en 1910, soit en 1911. Enfin, on n'est pas très sûr. D'après Gabriel Buffet, c'est en 1910, d'après d'autres témoignages, c'est 1911. Mais enfin, cette amitié devient très éclairante, très importante. Et c'est peut-être, je pense, le seul homme avec lequel Picabia ne se soit pas brouillé. Et Duchamp est l'homme de la rupture permanente aussi, d'ailleurs. Lui aussi, bien sûr. Souvenez-vous son télégramme à l'exposition surréaliste où il a simplement répondu « merde ». Quand on lui demandait un envoi, il a arrêté de peindre très vite. Il a joué aux échecs, mais c'était, si j'ose dire, une activité privée. Il a rompu absolument avec tout. Et vous savez que quand Picabia est mort, le 30 novembre 1953, Duchamp l'a appris tout de suite. Il était à New York, mais il l'a appris tout de suite. Il y avait quand même le télégraphe qui fonctionnait. Et il a envoyé immédiatement un télégramme au mort, qui était rédigé ainsi: « Cher Francis, à bientôt, signé Marcel Duchamp. » J'applaudis à toutes les idées, mais rien de plus. Elle seule m'intéresse, et non ce qui gravite autour d'elle. Les spéculations faites sur les idées me dégoûtent. Il faut vivre, me direz-vous. Vous savez aussi bien que moi que notre existence est courte par rapport à la spéculation que l'on peut tirer d'une invention. Nous sommes sur Terre depuis avant-hier et nous mourrons demain. Le cubisme naquit un matin pour mourir le soir même, et Dada apparut. Il fut d'ailleurs aussi éphémère. L'évolution continue, un être trouvera le nom du nouvel écrin d'un esprit déjà passé, et ainsi de suite. L'esprit Dada n'a véritablement existé que de 1913 à 1918, époque pendant laquelle il ne cessa d'évoluer, de se transformer. À partir de ce moment, il est devenu aussi peu intéressant que la production de l'École des Beaux-Arts ou que les élucubrations statiques offertes par la Nouvelle Revue Française et par certains membres de l'Institut. En voulant se prolonger, Dada s'est enfermé en lui-même. Je regrette, en écrivant ces lignes, qu'elles puissent causer quelque peine à des amis que j'aime beaucoup, ou inquiéter certains camarades qui comptent peut-être sur la spéculation du dadaïsme. Vous dire ce qui va se passer maintenant m'est impossible. Je puis seulement vous certifier que notre état d'esprit n'est plus le même que celui de 1913 à 1920, si vous voulez, et que par conséquent,
il se manifestera différemment. Ne croyez pas que je sois en bras de chemise à minuit au mois de juillet en train de contempler la lune, n'ayez aucune crainte, j'ai tout mon bon sens, si toutefois il y a un bon sens. Ce qui me donne des certitudes, c'est que je sais qu'il est impossible d'arrêter le mouvement. L'argent lui-même a une valeur ou n'en a pas. Le papier vaudrait peut-être plus cher que l'or s'il m'était donné de découvrir des mines aurifères aussi importantes que les houillères de Cardiff. Vous partagez les individus en deux catégories, les pas sérieux et les sérieux. Personne jusqu'à présent n'a pu m'expliquer ce qu'était un homme sérieux. Je vais essayer de le faire moi-même ici. Je crois que celui que vous nommez un homme sérieux est un homme capable d'entretenir ses voisins, sa famille, ses amis, à condition qu'il emploie pour cela l'usufruit d'un capital. Un homme pas sérieux est celui qui confond l'usufruit avec le capital et qui ne cherche pas à faire des dollars avec ses idées. Au point de vue artistique, le copiste du Louvre sera toujours plus sérieux que moi. Dada, voyez-vous, n'était pas sérieux, et c'est pour cela que, tel une traînée de poudre, il a gagné le monde. Si quelques-uns maintenant le prennent au sérieux, c'est parce qu'il est mort. Beaucoup de gens vont me traiter d'assassin, ce sont les sourds et les myopes. D'ailleurs, il n'y a pas d'assassins. La tuberculose, la fièvre typhoïde sont-elles des assassins? Sommes-nous responsables de la vie? Il n'y aurait à mon avis qu'un assassin, celui qui a créé le monde. Mais comme personne n'a créé le monde, donc il n'y a pas d'assassin. Dada vivra toujours, et grâce à lui, des marchands de tableaux feront fortune, des éditeurs s'offriront des automobiles, des auteurs auront la Légion d'honneur, et moi, je resterai Francis Picabia. Picabia est très souvent le second ou le premier à prendre le train en marche ou quand ils viennent démarrer. Je crois que ça aussi, c'est révélateur de sa personnalité. Non pas qu'il soit un imitateur, mais c'est parce que le train en tant que tel, la chapelle, enfin, le mouvement en tant que chose constituée, structurée, ne l'intéresse pas. Et il s'en méfie un peu. Il est bien obligé d'être le second parce que le train passe, le train fait du bruit, le train drague tout ce qui vit, tout ce qui crée. Tout. Mais lui, c'est pas un homme de la théorie, Picabia. C'est effectivement un homme de l'intuition, de la pulsion, du premier mouvement. D'ailleurs, je crois que quand on voit alors la biographie un peu minutieusement, on est quand même très frappé par cette espèce de nervosisme de Picabia. Il est toujours soigné parce que les nerfs vont mal. Oui, Il se drogue, il se dédrogue. Son rapport avec les femmes est absolument étonnant parce qu'il ne peut en quitter aucune tout en ne pouvant vivre avec aucune non plus. Enfin, c'est vraiment un personnage à la fois de fuite et de malaise. On le décrit toujours, n'est-ce pas, comme un homme ayant été souriant, heureux toute sa vie, prime sautier, gai. Oui, en surface, en profondeur, je crois que c'est une image très fausse, parce qu'il était hanté par la peur, l'angoisse de l'ennui. Il avait peur de... Alors, il achetait des bateaux, il achetait des maisons, il peignait d'une certaine façon, il peignait d'une autre, il se brouillait avec un tel, il se liait d'amitié avec tel autre. Avec les femmes, il avait les conduites que vous venez d'évoquer. Pour occuper son temps. Pour occuper son temps, ça certainement. Et surtout ne pas refaire ce qu'il avait fait là. Très proche en ça de Rigaud d'ailleurs, mais Rigaud s'est suicidé le jour où il n'a plus pu occuper son temps. Demi-con. Le monde est pour moi pétri de bon goût et d'ignorance collée, d'inventions de femmes artistes et d'oscillations, de costumes espagnols ou russes, cache-cache absurde de poissons, grands hommes dans le sens inverse, modernisme bariolé de sable affaibli, d'intellectuelles professions. Évidence terrible pour moi de déformation, j'exige du ravissant.
Madame Gabrielle Buffet-Picabia, vous venez de publier aux éditions Belfond, sous le titre Rencontre, un ensemble de textes qui sont à la fois des témoignages, à la fois des souvenirs et à la fois des analyses critiques, je dois dire. Enfin, vous y parlez de Picabia, bien entendu, de Duchamp, de Calder, de ces gens que vous avez bien connus. Ce qui nous intéresse présentement dans cette émission Relecture, consacrée à Francis Picabia, c'est évidemment, puisque vous l'avez si bien connu, et vous l'avez connu depuis avant 1910, depuis 1909, je crois, comment était-il? Je l'ai rencontré en 1908. Eh bien, mon Dieu, physiquement, il était petit et ça l'a probablement gêné dans sa vie d'être plus que, enfin, en dessous de la moyenne, enfin, juste moyen, comme taille, mais il avait une figure remarquable. Et il était très séduisant dans toute sa manière d'être. Il avait de belles mains, il avait de beaux gestes, et, une certaine manière de dire les choses qui était en général tout à fait personnelle, pas très gentille, c'était toujours assez méchante, même quand il faisait des compliments. En même temps, une manière étonnante. En fait, il séduisait beaucoup. Il séduisait. C'était un séduisant. Toutes les femmes auxquelles on parle de lui disent qu'il était séduisant. Oui, mais c'est quand même un séducteur qui se brouille beaucoup. Oui, qui se débrouille. Qui se brouille, qui se fâche avec les gens, qui est assez... Au contraire, il aimait être fâché. Oui, enfin, il aimait. Il ne savait pas qu'il l'aimait. Mais il fallait qu'il se fâche avec les gens. Est-ce que cela ne tient pas aussi au personnage lui-même, c'est-à-dire au personnage intérieur, j'entends, oui, qui me semble être un homme épris de mouvement et de mobilité? Oui, c'est un homme qui ne pouvait pas rester tranquille, qui ne pouvait pas rester dans le même endroit. Il fallait qu'il change de pays, qu'il change de ville, qu'il change de... il a été un des premiers à avoir une voiture automobile. Il a eu la chance de naître dans une famille de bons bourgeois français. Mais quand même, il y avait dans sa famille quelqu'un qui était très remarquable, c'était son grand-père. Et le grand-père lui-même n'avait pas l'air de même presque faire partie de la famille. Quand même, il en était le pivot essentiel. Amateur de photographie. C'est ça. C'était non pas... c'était un ami de la guerre. Vous savez, monsieur, j'ai 77 ans. Non, je suis dans ma 77e année. Comment? 97, j'avais dit. Oui, oui. Vous voyez la coquetterie. J'étais avec la femme que je désirais depuis des mois. Côte à côte, nous tremblions sous la violence de la passion, mais mon désir était tel qu'il m'était impossible de le lui prouver. J'en étais désespéré, honteux. Résolu à user d'un subterfuge, je quittai la chambre sous prétexte d'une porte à fermer et mis à profit ces instants de solitude pour me livrer à un rite qui devait, selon moi, m'aider à donner à ma partenaire la preuve tangible de mon amour. Malheureusement pour elle, je pris à ce jeu un plaisir si complet que je n'avais plus rien à lui dire lorsqu'il me fut possible d'aller la retrouver, ce que je n'osais d'ailleurs faire. Je me rhabillai donc en hâte et partis sans bruit. Je me promenai toute la nuit rue Tronchet et ne rentrai chez moi qu'au matin. Parcourant mon appartement, je fus surpris d'y constater un léger désordre. J'arrivai à ma chambre et y trouvai la jeune femme quittée la veille. Elle était debout, complètement nue. Près d'elle, et également nu, se tenait un homme grand et blond. Leurs mains droites étaient réunies dans celles d'un clergyman qui n'était vêtu que de son faux col et de sa cravate. En me voyant entrer, il proféra « Ah, enfin, Picabia !» La jeune femme, se tournant vers moi, compléta « J'espère, cher ami, que vous voudrez bien servir de témoin à notre mariage. »
est-ce qu'il n'y a pas un aspect suicidaire chez Picabia? Ah, alors là, je suis frappé du nombre des apologies de la vie qu'il y a sous sa plume. Mais Rigaud Et avait surtout aussi dans écrit- le tome 2, n'est-ce pas? Rigaud Le avait aussi deuxième. écrit que le suicide n'est pas une solution. Voilà. Et puis il s'est suicidé quand même. Oui. Il Oui, y a mais- une parenté de Picabia moi, qui me frappe avec tout ce que le surréalisme et le dadaïsme ont compté de gens très importants et qu'on connaît moins à cause de l'importance vraiment presque impérialiste qu'a pris Breton après, Bien sûr. mais de gens comme Rigaud, de gens comme Crevel, de gens comme Cravant aussi, qui est parti sur un bateau dans le golfe du Mexique qu'on n'a jamais retrouvé. Ami de Picabia. également. Ami de Picabia également. Et ce qui est intéressant dans la republication de Picabia, ce qui me semble essentiel, c'est précisément de remettre Picabia à sa place, qui est une place très considérable, alors que Breton et les historiens officiels du surréalisme, si j'ose dire, parce que Breton s'est débrouillé avec lui, avaient tendance à le rejeter dans les ténèbres extérieures en disant d'une part qu'il était riche, ce qui était un défaut, deuxièmement que c'était un sauteur, et troisièmement qu'il n'avait rien fait. Oui, c'était ça. Sinon grâce à Breton, alors que Picabia a fait beaucoup de choses avant, pendant et après. Alors qu'en réalité, je pense qu'au moment où éclate la rupture avec Breton, il est évident que Picabia tourne à ce moment-là en dérision l'attitude moralisante ou moralisatrice, puisque ça, c'est au moment du procès Barès, où ça. Picabia dit pas question ni Oui. d'être juge, ni d'être jugé. Comme Perret, mais dans un autre style, qui se déguise en soldat allemand pour représenter le soldat inconnu. Oui. Ou Oui. comme Zara qui dit n'importe quoi, et c'est pour ça d'ailleurs que Breton s'est brouillé, non pas avec Perret, parce que Perret est retourné dans l'ordre du surréalisme, mais avec Zara à ce moment-là. Et Soupeau m'a dit qu'à son avis, Picabia avait joué un rôle très important dans la brouille entre Breton et Zara. Oh, je crois que c'est incontestable, cela. Oui, puisque justement, c'est derrière l'attitude ferme et fondamentale, pour une fois, de Picabia, que Tzara se range. Bien sûr. Mais ce qui me est frappant, c'est justement dans la deuxième partie des écrits, dans le tome 2, où il se passe là une sorte de pacification du texte. Le poème... Il y a moins de pamphlets, n'est-ce pas? Moins de Il y a moins de pamphlets et plus de poèmes. des poèmes, Oui. même des poèmes instantanés. Soit des poèmes instantanés, soit des poèmes qui couvrent une vingtaine de pages. Ça peut être... Oui, mais il y a une pratique aussi il y a- du poème. bien Je, sûr. je me souviens de ceci, donc c'était 3 ans avant sa mort, ou 4 ans, 49 ou 50, pour une petite revue qui paraissait à Bruxelles. J'avais écrit à Picabia, je lui avais demandé s'il n'avait pas un poème. Enfin. Et c'était extraordinaire parce que pendant 10 jours, il m'a envoyé 3 poèmes par jour, datés avec l'heure, n'est-ce pas, comme faisait Picasso sur ses dessins. Il y en avait 3 par jour pendant 10 jours. Il y avait une sorte de, comme ça, de jet continu. C'était pas très bon d'ailleurs, mais le problème était à ce moment-là non plus un problème d'esthétique, mais on sentait le problème d'un homme qui vraiment ne pouvait pas être s'il n'était pas entraîné dans un processus de création qui était à la fin un processus de décréation. Enfin, c'était très complexe parce qu'il faisait finalement de la littérature à jet continu tout en récusant la littérature. C'est très important le mot que vous venez de dire, Hubert Juin, c'est la qualité n'a pas d'importance. Voilà, c'est ce que j'allais dire, exactement. C'est essentiel, Exactement. ça. Et ça, c'est une Ah idée bah, la très, très qualité, il moderne. le dit même très souvent, n'est-ce pas? Gabriel Buffet-Picabia. C'est absolument vrai. Il ne savait pas. Il ne savait pas l'intérêt de sa manière d'écrire, de son style, car enfin, c'était quand même très particulier. Ce n'était pas un lecteur, il ne lisait pas. Et tout venait de lui-même, d'une sorte d'instinct qui le faisait s'exprimer sauvagement, je dirais même, sans savoir exactement ce qu'il disait. Alors, moi, qui étais juste le contraire de lui, quand nous nous sommes rencontrés, je faisais la correction. Je corrigeais les fautes d'orthographe aussi, parce qu'alors c'était magnifique, les fautes d'orthographe, c'était magnifique. Et en même temps, les phrases, et nous avons eu l'habitude d'écrire très souvent ensemble beaucoup de choses comme ça.
L'encensoir à la grand-messe du lundi fume dans la cathédrale semi-circulaire. L'architecture spirituelle, magnifique beauté, s'aligne, sève en ciment armé d'amiante ou d'amadou. Le Christ prend un bain dans le cobalt sous les voûtes à nervures d'or. Les anges sont des cerfs-volants mystiques. Cette cathédrale est imprégnée du souvenir des formes destinées et aussi de couleurs magnifiques. Tout rutile étincelle pour permettre aux vierges d'esquisser la rue Madame. Sur une table, sur une chaise, sur un guéridon, sur un lit, sur une plage, sur un toit, sur un fauteuil, sur les cabinets, l'âme immortelle fait de la peinture, de la littérature, de la musique qui ressemble à une table de nuit. Post-scriptum, tous les matins, j'enfile mes bottines. Quand on voit ces tableaux, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a le pire et le meilleur, c'est extraordinaire. Mais il a fait exprès le pire. Oui. Les séries des Espagnols, par exemple. C'est épouvantable. Ou les peintures qu'il a faites pendant l'occupation. Les nus. C'est plus que... Enfin, c'est C'est pénible. nul, oui. Mais c'est volontairement nul. Je Oui. pense que c'est volontairement nul. Pour dire, mais voilà, votre esthétique, vos critères, votre ça, ça goût, vaut rien. tout ça, ça vaut rien. Moi, Alors, ce qu'il vous envoyait, c'était quelquefois mauvais, mais c'était le premier jet, Oui. puis c'était tous les jours. Oui, Il 3 vous fois par il vous- jour. Ou 3 fois par jour, il vous envoyait quelque chose, parce que ça sortait de Oui. sa plume, et qu'il s'interdisait, comme l'ont fait ensuite certains exposants de la jeune peinture, par exemple, il s'interdisait les critères esthétiques. Je pense que les punks devraient lire Picabia, parce que Picabia a un côté très nettement punk. Oui. Avez-vous remarqué que les êtres fatigués ne sont jamais fatigants? J'entends par fatigués ceux qui sont incapables de participer aux joies de la guerre ou des vêpres, à la gloire des expositions chez le marchand en vogue, au triomphe du grand mariage en musique à la Madeleine, l'émotion causée par la vue de ces décorations qui ornent les poitrines, ainsi que les croix ornent les tombeaux, ceux qui ignorent le plaisir de mettre les animaux en cage, l'exaltation de posséder une femme qui soit une spectatrice sans cesse en émoi devant leur haute intelligence, ceux qui sont insensibles au bonheur procuré par de belles relations ou le tirage de leur roman à 30 millions d'exemplaires. Enfin, tous ceux qui n'aiment dans la vie que la qualité, la finesse des choses et vivre au petit bonheur dans la vallée lumineuse de l'invention utile. Suggestion nouvelle peut-être, mais dont l'intérêt ne réside pas en une exhibition offerte par les chapelles à la mode, dont certains malheureux peintres espèrent l'hospitalité comme les sous-officiers espèrent les galons. Il est curieux de voir combien de soi-disant indépendants sont rapidement devenus dépendants. Dépendants comme une vieille fourrure du faubourg Saint-Germain qui ne pense qu'à l'impression qu'elle produira sur une autre vieille fourrure. Ils font des rétrospectives, ils ambitionnent les honneurs. Les indépendants deviennent un salon pour les morts, les grands morts, et dans ce pauvre salon, il n'y a même pas la haute et noble gloire du peintre inconnu. Ils sont trop célèbres. L'inconnu, comme celui qui se fait mettre à la porte parce qu'il manque de respect à ses confrères, cela consiste à moutonner, à panurger au milieu d'un marécage fétide sur lequel flotte lourdement le petit appât si convoité. L'idéal des hommes, c'est de devenir impotent comme une statue, pauvre statue, qui n'ont même pas le côté pratique et utilitaire du sel. Le peintre actuel est à la recherche d'un genre, un genre bleu et rose, ou rose et bleu, rouge et noir, noir et rouge. Les Égyptiens deviennent des acrobates au service de collections que rien ne différencie de celles de timbre-poste, sinon qu'elles sont plus encombrantes.
Marc Lebotte, vous avez publié aux éditions Klingsik un ouvrage intitulé Francis Picabia et la crise des valeurs figuratives. Rien qu'à l'énoncé de ce titre, on comprend que ce qui vous a requis dans ce travail était évidemment Francis Picabia, peintre. Cependant, divers chapitres de cet ouvrage touchent à notre propos d'aujourd'hui, c'est-à-dire à Francis Picabia, écrivain. Ce que je voudrais quand même savoir, Marc Lebotte, c'est s'il est possible de distinguer l'un de l'autre ou s'il n'y a pas un rapport évident entre la peinture et la littérature chez Picabia. En réalité, ce qui m'a intéressé chez Picabia, c'est qu'il est l'homme d'une crise. Il est l'homme d'une crise qui le dépasse de beaucoup quant à sa personnalité. C'est une crise non seulement des valeurs figuratives, mais je crois aussi des valeurs poétiques ou des valeurs musicales, qui commence au début du XXe siècle. Et Francis Picabia est sans doute une sorte de symptôme de cette crise, un symptôme assez aigu, qui permet de la lire en diagonale, à la fois à travers la peinture et à travers l'écriture. Il me semble qu'il y a dans son œuvre un temps particulièrement fort, un moment où sa production picturale, sa production d'images est liée à sa production verbale, à sa production poétique, et ce temps particulièrement fort montre bien qu'il y a un lien extrêmement étroit entre cette crise du poétique et cette crise de la peinture, des valeurs figuratives que vous disiez à l'instant. Peut-être peut-on dire d'abord que le lieu symptomatique d'une crise du pictural et du poétique chez lui se trouve dans un certain nombre d'œuvres qui ont été pour beaucoup publiées dans sa revue 391, et un certain nombre ont été faites sur des supports divers, sur du papier ou sur du carton, qui sont des œuvres où l'on voit se mêler des représentations de machines et des phrases de caractère, disons, poétique. Je peux prendre un exemple très simple, une représentation d'une machine qui a l'air comme ça d'un ventilateur à moteur, et sur les lignes de force de cette machine, sur certaines de ces lignes, se trouvent inscrites des phrases, qui sont des phrases de caractère poétique, et qui sont des phrases qui font surtout allusion à la tendresse et même à l'amour que Picabia avait à cette époque pour Marie Laurencin. Et l'œuvre, dans sa globalité, c'est-à-dire comprenant à la fois une représentation de machine et des éléments d'un discours à la fois amoureux et poétique, cette œuvre-là s'intitule en effet « Portrait de Marie Laurencin ». Alors c'est tout de même une chose étonnante de voir cet homme qui, brusquement, met face à face le poétique et l'industriel, si l'on veut simplifier un peu. L'imagerie de la machine qui est en train d'envahir à cette époque l'univers européen, puisque c'est la guerre, c'est la crise des machines, c'est le déferlement ou la folie des machines, comme dira Apollinaire, et d'autre part son amour pour cette femme. Il y a donc là une espèce d'écart, une espèce de fossé extraordinaire qui se creuse entre, d'une part, ce qui est la culture, ce qui est le poétique d'une civilisation, et d'autre part, ce qui est son industrie, ce qui est sa production. Et il m'est venu à l'esprit de penser que ce phénomène était une espèce de critique qui se trouvait faite par Picabia, à la fois de l'univers industriel et de l'univers culturel, un peu comme s'il disait finalement à la culture, eh bien, comme culture, vous vous prétendez universelle, et en fait, vous ne pouvez pas intégrer, vous n'intégrez pas votre production industrielle, votre production mécanique qui est en train, effectivement, dans ces années 1915, puisque je crois que cette œuvre date de 1915, cette production industrielle qui est en train d'exercer finalement des ravages épouvantables dans toute l'Europe. Alors, c'est là une vieille histoire, parce que toute la culture d'Occident, et en particulier toute sa peinture, est une peinture qui est raccrochée à des textes, qui est raccrochée à du littéraire. Il est certain que dans notre tradition classique, les représentations renvoient à des récits. Une image de Poussin renvoie au récit biblique, par exemple. Et tout d'un coup, en 1915, par conséquent, ou dans ces années 1910-1920, tout d'un coup, il y a rupture, il y a un écart, il y a une cassure entre la figure et le texte. Et je crois que ceci est un événement qui m'a beaucoup frappé, un événement qui me paraît considérable, bien sûr, au regard de l'histoire culturelle.
idée sentimentale est un masque pour émouvoir le public. Moi, je suis païen comme Dieu. C'est un état qui ne ressemble pas à l'apostolat. Chanter, sculpter, écrire, peindre, non. Mon but unique est une vie plus soyeuse et ne plus mentir. Être la foule qui croit ses actes, c'est-à-dire faire le mal. Émotion génitale et catastrophe. Filtre et chirurgie. Odeur et orthographe. Enthousiasme et caresser. User les meubles. Contact avec la réalité. Profit réel. Grand et beau. Le mot de la définition est absolu. Ali Baba. Nous avons évoqué déjà quelques aspects de Picabia. Il y en a un que nous n'avons pas encore évoqué, sur lequel je voudrais votre avis, qui est l'aspect finalement inquiétant du personnage. Ce n'est pas un personnage de tout repos. Sa crise n'est pas plaquée, mais elle est ressentie. Mais elle est ressentie alors avec acuité et comme une crise. Il n'est pas de tout repos, c'est certain. Je pense que certains pourront parler en termes d'analyse psychologique de Picabia. Moi, ce qui m'intéresse davantage, ce sont les œuvres. Or, dès 1908, vers 1908, il se produit une série d'événements dans la peinture ou dans la pratique artistique de Picabia qui sont des événements profondément inquiétants. Vous avez parfaitement raison. C'est un personnage terrible, c'est un enfant terrible. C'est quelqu'un qui a commencé sa carrière avec beaucoup d'insolence. Il s'est mis à faire de la peinture prétendue impressionnisme. À mon avis, c'est une vulgarisation de l'impressionnisme, mais il a fait fortune là-dessus. C'est un homme qui est devenu très riche. Il était d'une famille riche, mais il est devenu par lui-même très riche, très jeune. C'est un enfant du siècle, c'est un type brillant. Puis tout d'un coup, il casse son affaire. Il casse sa pratique, et à partir de ces années 1908-1910, qui sont des années donc de la crise du cubisme, de la mise en question de la peinture traditionnelle par le cubisme et par le fauvisme, il fait quelque chose qui, je crois, est assez exceptionnel. Je ne dirais pas qu'il est le seul à le faire, c'est toujours difficile de vouloir prétendre que quelqu'un est le seul à faire quelque chose, mais disons qu'il fait d'une façon radicale ceci. Il défait, il déconstruit, comme on dit aujourd'hui, le langage pictural, et il le réduit à des éléments constitutifs, simples et insignifiants. Comparons quelque chose qui consisterait, disons, dans le domaine du langage, à le réduire à ses phonèmes. Et à partir de ces éléments simplifiés, qui sont des éléments formels, à la fois couleur et forme, à partir de ces éléments-là, il va avoir une pratique que, moi, personnellement, je qualifierais de combinatoire. Or, je suis persuadé que l'art du XXe siècle, depuis environ cette date, et jusqu'aujourd'hui cela continue, est profondément marqué par la logique combinatoire. On a donc affaire à un homme qui fait éclater quelque chose qui existe, qui est la poésie, qui est la peinture. Il fait éclater cela en particules élémentaires, pourrait-on dire, et il mélange tout cela, il fait une espèce de brassage de tout ça par des lois combinatoires qui donnent des résultats insignifiants, si l'on veut, mais un résultat qui, je crois, est tout à fait caractéristique d'une grande tendance de l'art du XXe siècle, qui est son désir, le désir de l'art tout entier, de connaître quelque chose de ces structures élémentaires. Je voudrais me tourner vers Bernard Delvaille, qui a publié, on s'en souvient, chez Segers, une anthologie de la nouvelle poésie française. Et d'abord pour lui demander s'il y a encore un tracé de Picabia dans la jeune poésie française d'aujourd'hui, justement. Et d'autre part, si ce que vient de dire Marc Lebotte, il en voit l'application dans les textes, à ce moment-là, dans les poèmes de Picabia. Il y a une chose, je crois, qu'il faut dire tout d'abord, c'est que Cocteau disait, n'est-ce pas, il y a les poètes qui peignent et il y a les peintres qui écrivent. Et cette sorte de confusion fait que Picabia gêne un peu les poètes eux-mêmes, de même que Harpe les gêne, de même que Dali, dans ses poèmes, les gêne, et Ernst, et Quirico, et Picasso, homme de théâtre. Les anthologies de poésie française du milieu du XXe siècle ne reproduisent jamais un poème de Picabia. Je crois qu'il faut attendre l'anthologie de Claude Bonnefoy au Seuil pour qu'il y ait pour la première fois Picabia poète. Donc c'est quelqu'un qui gêne les poètes, et je ne pense pas, d'abord son œuvre poétique a été très longue à être connue, étant donné qu'elle n'a paru que dans des petites plaquettes
minuscule et luxueuse, jusqu'à ce que Guy Lévis-Manot rassemble avec Henri Parisot un choix de poèmes. Son œuvre poétique a été très peu connue jusqu'à l'édition maintenant du premier volume des écrits chez Belfond. Mais je crois que donc, de ce fait, sur la jeune poésie française, il n'y a pas une influence de Picabia. Les jeunes poètes français ne connaissent certainement pas la poésie de Picabia. Je ne suis pas sûr qu'ils connaissent très bien sa peinture non plus. En revanche, ce qui me surprend, c'est les racines, et combien sont profondes les racines poétiques de Picabia dans la poésie de son temps et dans la poésie un peu précédente, je veux dire dans la poésie symboliste. Picabia, qui est donc de cette génération et de ce milieu de grands bourgeois parisiens de la fin du XIXe siècle, n'est-ce pas? Il est né et mort à Paris, près de l'avenue de l'Opéra, rue Croix des Petits Champs. Oui, puis il a 21 ans en 1900. Il a 21 ans en 1900. Il est au fond aussi proche de Proust, beaucoup plus proche de Proust que des surréalistes. Il n'est pas surréaliste, il est élevé dans un Paris mondain. Certains de ses tableaux sont des Van Dongen. Et je crois qu'il y a parfois dans sa poésie de ces alexandrins alanguis tels qu'on en trouve dans la meilleure poésie, ou plutôt dans la pire poésie symboliste de l'époque. Il n'y a pas très loin d'Edmond Rostand à Picabia à un certain moment. Et je crois que ça fait d'ailleurs l'intérêt de Picabia, poète, de le resituer ainsi dans la chaîne poétique française, où je pense qu'il a sa place. De même que quand il atteint son épanouissement complet, Picabia est l'un pour moi de ces poètes. Il y a quand même une poésie cubiste. Il y a la poésie surréaliste, il y a la poésie symboliste, il y a une poésie cubiste très étroite qui comprendrait des gens comme Paul Dermé, comme Soupeau, comme Morand, comme Drieux-La Rochelle, et je crois que Picabia va parfaitement dans cette poésie-là. C'est-à-dire que c'est un poète authentique, qui n'a pas de souci d'école, et qui écrit suivant les influences qu'il a pu subir à une certaine époque, et qui écrit d'autres choses avec son génie personnel au fur et à mesure que celui-ci se développe. Il est donc très inclassable. Ma main tremble. Les cloches chantent à tue-tête. Nous poursuivons notre route perdue dans la foule, comme les oiseaux sur la plaine. Les arbres, les fleurs, les animaux sont des personnes plus sensibles que les hommes. Mais moi, j'ai un bandeau sur les yeux, pour ne pas voir les couchers de soleil. Les couchers de soleil ne sont pas assez beaux, ils me feraient pleurer. La lune n'est pas assez belle, les femmes ne sont pas assez belles. Il n'y a que les boutiques d'armuriers qui me plaisent. Elles me plaisent parce que je n'aime pas la chasse, je n'aime pas la guerre, et j'ai peur de mourir. Un jour, mon grand-père dit à mon père, « C'est aussi dur de se séparer de la mort que de la vie. » Je trouvais cette pensée si belle qu'elle me fit hausser les épaules, et je détournai la conversation par discrétion. La vie est insensée. Le printemps est en automne, l'automne au printemps, l'été en hiver et l'hiver en été. J'aime mieux mes larmes et mon chapeau neuf. Je foule aux pieds les papillons aux couleurs si jolies et guillochées, car toute beauté est un vice de la nature. Mais les clochers chantent à tue-tête, comme les oiseaux sur la plaine. Il est assez inclassable, bien sûr, mais disons à ce moment-là qu'on commet un autre impair, évidemment, c'est de dire, mais Picabia, au fond, c'est de l'écriture automatique. Alors, il suffit de le lire avec quelque attention, Marc Lebotte, pour s'apercevoir qu'il y a loin de la pratique de l'écriture automatique à la poétique, si on peut dire, ça, sous toute réserve ce mot-là, de Picabia. Je disais il y a un instant qu'il me semblait que dans sa peinture, Picabia avait en quelque sorte atomisé la peinture habituelle et qu'il l'avait réduite à des éléments, à des particules élémentaires. Il me semble que dans sa pratique poétique des années 1917-1920, j'insiste un peu sur ces dates parce que ce sont des dates importantes. C'est une époque où Picabia a un peu perdu pied. Il ne sait plus très bien où il en est et c'est un homme qui vit une crise morale tout à fait profonde, il l'a dit lui-même. Et je crois que l'usage qu'il va faire à cette époque-là
de sa peinture, mais surtout de sa poésie, car il peindra assez peu, il n'en sera guère capable dans ces années Oui, difficiles. d'ailleurs, il dit que son médecin lui a interdit de peindre, et alors du coup, il écrit poème et dessin de la fille née sans mère, l'athlète des pompes funèbres, râtelier platonique, etc. Enfin, les recueils suisses, disons. C'est exactement à ces recueils que je faisais allusion. Je les ai lus à plusieurs reprises, je les ai vraiment fréquentés de très près, et j'ai été frappé par le fait que, en apparence, ça pourrait se présenter comme quelque chose qui serait de l'écriture automatique à cause de l'incohérence fondamentale des éléments poétiques, des phrases qui composent cette poésie. Et je me suis surtout rendu compte que cette espèce d'automatisme de l'écriture, c'était le fait d'un homme donc en proie à une crise morale très grave et qui au fond se trouvait réellement dans une espèce d'état mental chaotique, et que la poésie était pour lui en quelque sorte un moyen de se reprendre et de se récupérer, ce qu'il a réellement fait, et qui est une chose qui me touche beaucoup, que je trouve tout à fait admirable. Mais ce serait un aspect curatif, alors, ou autocuratif? Comme tout travail artistique, moi j'ai l'impression, est autocuratif. Et ce qui m'a donc frappé, c'est qu'au cours de ce travail, où il a en quelque sorte regardé en face un certain chaos mental qui nous caractérise tous, mais qui à ce moment-là, pour lui, était particulièrement poignant, il a été jusqu'à détruire ce que j'appellerais la rhétorique de la poésie. Et lorsque j'ai lu les textes d'écriture automatique faits par les surréalistes et nommés écriture automatique, c'est-à-dire donc plus tard, vers début des années 20, j'ai été frappé au contraire de ce que l'automatisme des procédés d'écriture de Soupeau ou de Breton n'effaçait jamais la rhétorique au contraire, qui était propre à leur écriture. Au contraire, il y avait une sorte de restitution contre ce que Bernard Delvaille appelait la poésie cubiste, disons, d'une poésie, ou peut-être d'une prose poétique à période, à scansion, enfin un peu à la Chateaubriand. Alors appelons ça automatisme si l'on veut, mais je suis moi très très frappé par ce bris, n'est-ce pas, ce cassage, cette atomisation jusqu'au style lui-même, c'est-à-dire jusqu'à la rythmique que chacun d'entre nous est toujours accoutumé de mettre à la fois dans les mots qu'il prononce et dans les mots qu'il écrit. Bossu. Prends tout ce qui est mon avoir et dévore jusqu'à ce que tu sois pur, cochon. Il se perd beaucoup de fruits si la fatuité garde son trésor de vieux rats, mais d'une façon d'ordre contraire à Napoléon. Unique synthèse des occasions. Car le salut toujours près des déboires d'honnêtes gens, inféodés à la papauté, fruits dégénérés et abattardis, fait la guerre aux révolutionnaires au plus haut degré de civilisation. C'est la poésie unitaire des haines patronymiques de la vie industrielle, basée sur un développement ridiculement superficiel. Donc, je sens le devoir des précurseurs comme un brouillard de portes verrouillées, mais sans niveleurs paresseux, brillants et sceptiques. Il y aura alors une pression efficace sur la terre, une influence décisive, soumise peut-être pendant quelque temps à des conditions identiques, les courants supérieurs n'existant pas. Néo-américains plus ou moins homogènes se refroidissent, mulâtres, métis, créoles, dépourvus de toute proportion, mais il faut se garder d'en avoir, de sorte que l'on vous considère d'utilité publique, célèbre dans les villes. Habileté mondaine, discours de pensionnat, intelligence militaire, dogme, atmosphère de Moyen-Âge, civilisation d'enfants, idéal antique, mariage médical, hypocrisie, cervelle publique, mais tout s'effondre. Aussi, il faut jouir simultanément. Olivier Revaud-Dallon, vous avez évoqué au passage évidemment la difficulté de rassembler les écrits de Picabia, mais comment avez-vous pu procéder? Parce qu'il y a des plaquettes
pratiquement introuvables, tirées à un nombre tellement restreint d'exemplaires qu'elles en deviennent mythiques. Je crois que vous m'avez dit qu'il y en avait une qui était tout simplement tirée à un exemplaire, oui, quand même. Là, j'ai été puissamment aidé par une documentaliste qui est Dominique Bouissou, qui a travaillé d'une manière exemplaire à la chasse à ces textes. Bon, la plupart des textes de Picabia sont signalés par Sanouillet dans ses ouvrages, mais enfin, il fallait vérifier, bien sûr, les références, et ça a été un travail de plusieurs années. À vrai dire, la dispersion des écrits de Picabia est tout à fait à l'image de sa pensée même. Il y a un éclatement qui est donc éclaté. Ça va partout parce qu'il n'est lié à aucun journal, bon, à part 391 bien entendu, à part un certain nombre, Comédia, il a beaucoup écrit dans Comédia, mais un jour un journaliste de l'Action française lui disait qu'il faisait des coqs-cigrues, alors Picabia bondit, ou disait qu'il était enfantin. Picabia bondit sur cette affirmation en disant, et écrit dans l'Action française, mais oui, mais je vous remercie monsieur, vous avez parfaitement compris, je suis enfantin, nous sommes des gosses, et vive l'enfance. Enfin, vous voyez, bon, c'est le hasard de l'actualité, il n'y avait absolument aucune raison que ça soit rassemblé dans telle ou telle direction. Et puis, à la fin de sa vie, il a connu, d'ailleurs, je ne crois pas directement, je ne crois pas qu'il se soit rencontré. Il a connu Pierre-André Benoît, d'Alès, oui, que je suis allé voir il y a quelques années à Alès, et qui est maître imprimeur, et qui a fait des impressions absolument magnifiques, qui sont elles aussi des œuvres plastiques, parce qu'on dit, entre parenthèses, on dit Picabia l'écrivain. Mais vous savez qu'il utilisait la typographie en faisant beaucoup souffrir les typographes, certainement, des dispositions dont Mallarmé peut-être avait donné le signal, des dispositions typographiques qui font que ce sont aussi... Ou les calligrammes d'Apollinaire. Ou les calligrammes d'Apollinaire, que ce sont aussi des œuvres, des tableaux, des gravures. Bon, alors... Pierre-André Benoît, qui est un typographe extrêmement subtil, plus sage sans doute que certaines éditions de Picabia, a tiré les différents textes que Picabia lui envoyait, qui étaient des poèmes en général, au nombre d'exemplaires qu'il a voulu, et 3 par exemple, ou 20, 21, 30. Et quand j'ai eu besoin de ces textes, je suis allé trouver à Alès Pierre-André Benoît, je lui ai demandé de me prêter juste le temps d'aller à la photocopie du bazar du coin. Il m'a dit non, je vais vous les recopier à la main. Il me les a recopiés à la main très, très gentiment. Et c'est comme ça que j'ai eu le texte d'exemplaires qui sont effectivement extrêmement rares. Tout à fait, encore une fois, à l'image de la vie même de Picabia. Et le seul endroit où il n'y avait pas de Picabia, c'était dans la bibliothèque de Picabia. Exactement. Penser autrement que les autres n'est pas forcément un signe d'intelligence. Cette soi-disant meilleure intelligence n'est bien souvent qu'une adroite perfidie organisée par des spéculateurs mercantis et orgueilleux. Beaucoup de novateurs ne pensent pas ou pensent en surface, et leur œuvre n'est que surface. N'ayant aucune connaissance théosophique, je ne vais certainement pas m'aventurer à discuter sur ce sujet bien trop immense et inexploré pour moi. Mes tableaux ont touché certains théosophes, et en particulier, je crois, Vivian Dumas, ce qu'il a décidé à faire une conférence à propos de mes œuvres. J'ai trouvé cette conférence remarquable, et le conférencier m'a étonné du fait que, n'ayant jamais causé avec moi, il a pourtant compris et exprimé exactement les raisons qui me font peindre, les états mentaux et physiques que je traverse dans les moments où je m'exprime par la peinture. Il a compris que je n'étais pas un indiscret vis-à-vis de moi-même et que le vide en moi m'est absolument nécessaire pour peindre. Si mes tableaux ne ressemblent à aucun autre, c'est qu'ils sont conçus dans l'infini et le mystère. Beaucoup de peintres veulent explorer l'avenir. Quelle belle blague! L'avenir n'a été exploré que par des charlatans, et c'est le passé qui demeure inexploré. Comprenons-nous bien, je veux dire le passé en tant que mystère.
Les cachettes de notre mystère ne peuvent s'ouvrir qu'à la condition d'une expulsion absolue de toute influence, de toute convention héréditaire ou contemporaine. Ni bien, ni mal, ni haut, ni bas, ni courbe, ni droit, ni infini, ni défini, ni espace, ni temps, si vous voulez, ni sommeil, ni éveil, ni rêve. Un seul mot, il faut bien tâcher de se faire comprendre, un seul mot, la vie. La vie, qui est le contraire de Dieu, la vie amour de la chair, la vie qui est la mort, la vie mystère silencieux, que nous tourmentons bruyamment avec nous-mêmes. Double mort, triple mort, dada, surréalisme, super-surréalisme, tralala, tralala, Bécon les Bruyères, Berlin, Paris, Rome, New York, tout cela des mots pour nos pauvres petits besoins économiques. Il y a la vie que personne ne veut reconnaître et qui est pourtant aussi lumineuse que le soleil. Toutes les mascarades intellectuelles et tyranniques deviennent le besoin de tout le monde, c'est-à-dire la mode. La mode ne fait pas partie de la vie. Elle n'en est que le relief, le mirage. Le succès ou l'insuccès ne doivent pas être une réponse au travail, au mouvement, comme vous voudrez. Ils ne doivent pas être un but. Le salaire tue l'idéal chez les hommes. Le véritable gain, c'est le travail lui-même. Vous avez tous transformé le mot travail dans le sens bénéfice d'argent. Or, travail et vie doivent être pris dans le même sens. Un mineur, un boutiquier, un ministre, une cartomancienne, c'est la même chose. Pourtant, s'il me fallait absolument établir une différence, je l'établirais en faveur du mineur, qui doit être le plus heureux. Suggestion que l'histoire des classes basses et des classes élevées. Les artistes aujourd'hui sont déshonorés par la Légion d'honneur. Quel ennui que la Légion d'honneur et quelle vulgarité! Les lois des hommes ne nous montrent pas les hommes, bien au contraire. Elles nous les montrent comme étant étrangers à la vie. Dans l'Antiquité, pour parler comme le vulgaire, car il n'y a pas d'Antiquité, quand un homme embrassait une femme, c'était toujours par morale, et pour savoir si elle sentait le vin. S'il percevait quelque relent, il la faisait condamner à mort. De même s'il se savait tromper, mais son odorat n'était pas toujours assez fin. Tous les gens vous parlent peinture. Moi, je vous parle vie. Il faut être fou. Il faut savoir perdre pied avec le sol homme pour planer et faire l'amour avec la vie. Quelle belle femme et quel beau jeune homme tout à la fois que la vie. Il faut errer comme les étoiles qui ne se préoccupent pas d'être des étoiles et suivre leur destin d'étoiles sans le raisonner. L'affaiblissement de nos passions est contraire à la vie. Celui qui aime tuer doit tuer, celui qui aime voler doit voler. Il n'y a ni mort, ni vol, ni crime. C'est une pure illusion. Le manque de sauvagerie est une grossièreté envers la vie. Jamais les sacrifices n'ont ennobli quelqu'un. Il n'y a pas de passion méprisable. Dans le monde, j'entends retentir un cri de détresse. Ce cri atteste la misère de chacun et de tous. Tous sont veules et n'existent pas par eux-mêmes. Ils ont perdu toute autonomie. Ils n'ont plus d'yeux, plus d'oreilles, et vivent dans l'admiration de Dieu qui n'est qu'une bête, alors que moi je suis Dieu. Nous avons eu parlé, et j'y reviens parce que ça me paraît quand même très important, c'est évidemment cette amitié avec Duchamp. Puisque, je le répète, Duchamp est probablement le seul personnage avec lequel Picabia ne se soit jamais brouillé, sa vie durant. Et il y a un phénomène très frappant qui est à ce moment-là fait paraître un troisième personnage, oui, disons carrément personnage, qui est le rapport Picabia-Duchamp et l'automobile, lors d'un fameux voyage qui les conduit dans le Jura, Bernard Delvagne. Oui, ce voyage les conduit dans le Jura, dans la propriété des parents de Gabriel Buffet. Et il y a eu en 1912 deux choses importantes. Il y a eu en mai 1912, Duchamp, Picabia, Apollinaire assistent à la première représentation des Impressions d'Afrique de Roussel. Et le côté machine
illustre chez Duchamp et aussi présent, omniprésent dans l'œuvre de Picabia, le côté mécanique, peut très bien sortir de cette représentation beaucoup plus que de la lecture de Marinetti ou de Verhaeren ou des poètes du machinisme du début du siècle. Et ensuite, il y a alors fin septembre de la même année, ce voyage en effet dans le Jura, qui donnera lieu à l'un des, disons, des aphorismes de Rose c'est la vie, une 5 chevaux qui rue sur pignon. Et alors, Marcel Duchamp écrit là un texte, n'est-ce pas, qui est une chose extrêmement curieuse parce qu'il imagine une machine qui serait à base de bois et d'acajou, dit-il. Il y a là toute une mythologie du bois, de l'acajou en l'occurrence, ciré, et aussi du verre. Et le problème du verre qui est celui de l'automobile, n'est-ce pas? Le pare-brise est en verre, les vitres, les fenêtres sont en verre, nous entraîne donc dans le côté des transparences de Picabia et évidemment dans le grand verre de Duchamp. Je crois qu'il y a là, sur le plan matériel et sur le plan matériaux, une chose assez intéressante à analyser. Marc Lebotte, il y a peut-être aussi un autre rapport alors, avec la voiture, la présence de la voiture chez Picabia, parce qu'enfin ce fou de voiture. Nous avons dit tout à l'heure que c'était le premier poète motorisé. Oui, il était fou de voiture, il était fou de vitesse, il était fou aussi de yacht de course. C'était un homme qui était tout à fait fasciné par la technique la plus moderne. Et ce voyage dans le Jura, comme on vient de le rappeler, a été effectivement un événement. C'est lui qui pilotait, il pilotait à toute vitesse, et Marcel Duchamp a été tout à fait stupéfait de faire pour la première fois cette expérience. On allait autrefois dans le Jura en plusieurs jours, et là tout d'un coup, en quelques heures, on pouvait s'y rendre. L'espace était en train de diminuer, si je puis dire, en fonction de la vitesse, c'est-à-dire en fonction du temps. Et que Picabia était un homme comme ça de projection, d'autoprojection à travers l'espace sur ses voitures automobiles, peut-être peut-on le rapprocher du fait qu'il a été aussi un homme qui a toujours traversé à toute vitesse à la fois le champ pictural, si je puis dire, et le champ poétique. Et mais c'est une expérience corporelle. C'est une expérience corporelle et qui se relierait par conséquent à une expérience poétique, à une expérience picturale, parce que cette traversée en vitesse, vous savez que Marcel Duchamp va à cette époque peindre le roi et la reine traversés par les nus vite ou les nus en vitesse. Cette traversée en vitesse de l'espace, je crois, quelque chose effectivement qui va vers la désintégration du visible et pourquoi pas aussi vers la désintégration du discours. Le goût, quelque chose de bon, les bons vins, les discours, le succès, l'immense grotesque de l'enthousiasme pour sa nationalité, pour l'honneur. Je ne donne ma parole d'honneur que pour mentir. Sont pour moi autant de sensations de dégoût accompagnées de nausées. Un cochon de lait m'est plus sympathique qu'un membre de l'Institut. Et l'amertume me vient à l'estomac en contemplant dindons, paons et oies qui composent le dessus du panier société. Fameux sentiment du devoir, bouilli par la bonne éducation. Il y a des gens qui vivent dans sa perpétuelle indigestion, et cela les fait puer de la gueule, car il ne peut être assimilé que par quelques cadavres domestiques en bronze ou en marbre de nos places publiques. Jésus-Christ Stradivarius, Napoléon l'emmerdeur, Spinoza le somnifère, Nietzsche le naniste, Lautréamont le sodomiste. La politique achève de disséquer la légèreté, montgolfière de vos soi-disant intelligences. Vos cervelles sont autant de grelots pour chameaux et crocodiles. Le bruit de vos phrases est sur vous tel celui des cloches que les vaches portent au cou et qui tintent lorsque celles-ci descendent de la montagne des suggestions. Sur-femme, sur-homme, sous-femme, sous-homme, vos cheveux blanchiront et vos pensées resteront obscurité. Les pensées du cœur, les pensées de l'âme, les pensées du cerveau sont autant de réactions chimiques automatiques. Le courant qui les fait agir vient de vous-même, du soleil ou de la grande ours. La grande ours récite, le soleil récite, et nous récitons nos digestions et indigestions. Vos réflexions, chère lectrice, qu'elles soient anti-raison ou anti-vérité, sont autant de conventions sur un absolu qui n'est encore que convention. Le ciel est couché sur notre dos, et nous le portons pour devenir fort.
Erreur. Carpentier n'est pas plus fort qu'un enfant de 2 ans. L'espace et le temps ont la même durée. Une femme grosse, maigre, vieille ou jeune, c'est la même chose. Vous cherchez dans un mouvement continu des stationnements, des paliers imaginaires. Quelle folie! Bernard Delvaille, Picabia, grand poète. Un grand poète incontestablement, et jusqu'au bout, avec justement toutes les différences et toutes les évolutions qu'il y a eu du début de sa carrière jusqu'à la fin. Et je crois d'ailleurs que le début et la fin se rejoignent assez, parce que je crois que Thalassa dans le désert est le dernier recueil. Et si je me permets d'en lire par exemple un quatrain, ça donne ceci. Explorateur de l'introuvable moi, je me promène en palanquin, les oiseaux bleus sont mes amis. Pour compagnon, j'ai le présent et pour guide les heures plus loin. Ma femme est la 13e merveille d'un harem en forme d'étoile. C'est de la poésie de Stuart Merrill. Quelqu'un en allumant une cigarette. Pensez-vous à nos inexpériences? Pensez-vous à la pureté? Pensez-vous à l'attente? Pensez-vous à l'amour? À voix basse, pensez-vous à l'honnêteté? Je pense à une fausse clé. Je pense tout à coup à déboutonner mes bottines maigres dans une tasse de thé au lait. Ça s'est vu, dit une folle vertueuse qui faillit être déesse des valets de chambre, ce qui lui causa du chagrin et lui fit montrer son cul aux passants naïfs. Elle avoua que 2 ou 3 fois par mois, assise, la voix tentatrice de l'amour envahit ses paupières opoponax qui se congestionnent de fards en boutique d'herboriste. Je pense à une robe de religieuse, ouverte sur la rue dans un monde sans cabinet WC, à côté des romans feuilletés les bras ballants. Qu'avez-vous? Le même en rallumant la même cigarette par sursaut. Vous avez remarqué toutes les joies imaginables, fardées de chandelles dans l'azur des étoiles trouées en girouettes sapins? Seriez-vous capable? Il recula. Plus doux n'exigez pas. Cette même personne m'inspire. Aussi, je veux le croire inévitablement et sans précaution que l'honnêteté dans le silence pend au coin de ma bouche comme une demoiselle qui vient avec l'idéal marchand de précipice écarquillé dans les reins d'une écrevisse. Allons, assieds-toi, rallume ta cigarette et écoute-moi, car il ne te manque qu'une seule chose, une petite bougie pour penser à ta maîtresse défardée par moi. Il laissa choir sa cigarette allumée. Pensez-vous à la transparence de l'eau? Pensez-vous à mourir? Pensez-vous à votre mère? Pensez-vous comme tout le monde à la souscription? Je pense surtout à mentir dans le miroir des stores baissés parce que tu as épousé l'aumône de la vie. Le rire et les baisers sentent le tabac, l'art, la gloire, la beauté, les étoiles, les promenades. Tais-toi, je vais raconter. Rallume si tu veux une cigarette. Le corset bleu de la lune soubrette dans les herbes des poèmes en feuilles de rose. L'onyx des 2 cuisses croisées sur ma tête sous le ruissellement d'algues accrochées au rebord d'un Hercule, gymnaste de coton. Tourbillon enseveli avec des habits noirs me câline. Luxurieuse provision de rêves de main droite sous une couverture inapaisée. Les narines ouvertes dans cette chambre pompette. C'est ça l'eau qui chauffe la doublure du monde piété couvent. Si le public des factures acquittées me taxe de clown, ma conscience monte à travers le vitrail confessionnal. Je suis Satan et Jésus, le nez dans un bidon de fer blanc.
Manifeste cannibale Dada. Vous êtes tous accusés. Levez-vous. L'orateur ne peut vous parler que si vous êtes debout. Debout comme pour la Marseillaise. Debout comme pour l'hymne russe. Debout comme pour le God Save the King. Debout comme devant le drapeau. Enfin, debout devant Dada, qui représente la vie et qui vous accuse de tout aimer par snobisme du moment que cela coûte cher. Vous vous êtes tous rassis. Tant mieux, comme cela vous allez m'écouter avec plus d'attention. Que faites-vous ici, parqués comme des huîtres sérieuses? Car vous êtes sérieux, n'est-ce pas? Sérieux, sérieux, jusqu'à la mort. La mort est une chose sérieuse, hein? On meurt en héros ou en idiot, ce qui est la même chose. Le seul mot qui ne soit pas éphémère, c'est le mot mort. Vous aimez la mort pour les autres. À mort, à mort, à mort. Il n'y a que l'argent qui ne meurt pas. Il part seulement en voyage. C'est le Dieu, celui que l'on respecte, le personnage sérieux. Argent, respect des familles, honneur, honneur à l'argent. L'homme qui a de l'argent est un homme honorable. L'honneur s'achète et se vend comme le cul. Le cul représente la vie, comme les pommes frites. Et vous, qui êtes tous sérieux, vous sentirez plus mauvais que la merde de vache. Dada, lui, ne sent rien. Il n'est rien, rien, rien. Il est comme vos espoirs, rien, comme vos paradis, rien, comme vos idoles, rien, comme vos hommes politiques, rien, comme vos héros, rien, comme vos artistes, rien, comme vos religions, rien. Sifflez, criez, cassez-moi la gueule, et puis. Je vous dirai encore que vous êtes tous des poires. Dans 3 mois, nous vous vendrons, mes amis et moi, nos tableaux pour quelques francs. C'était Relecture, une émission d'Hubert Juin. Aujourd'hui, Picabia, avec la participation de Gabriel Buffet-Picabia, Marc Lebotte, Olivier Renaud d'Allonne, Jean-Jacques Brochier, Bernard Delvaille. Chef opérateur du son Didier Gervais, collaboration technique Philippe Paluot, assistante de production Cécile Tranvan, réalisation Anne Lemaitre.